Né à Saint-Jacques, près de Joliette, l'intérêt politique de Bernard Landry se dévoile très tôt. Président de conseil étudiant, diplômé en droit, il va parfaire ses connaissances en économie et finances à Paris. Ministre dans le premier gouvernement Lévesque, il devient en 2001 premier ministre du Québec. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Landry. Alors, bonjour. Bienvenue à Mémoire des députés. Ça me fait grand plaisir. C'est un devoir et un plaisir en même temps. Oui, exactement. Et de vous retrouver, c'est aussi la même chose. Oui. Avant de continuer notre cheminement, j'aimerais faire un petit détour vers le passé et vous demander de nous parler de votre retour de la France. Ah oui? Et les expériences que vous avez vécues comme jeune étudiant qui reviennent au Québec. Ah oui. Vous êtes parti combien de temps? 3 ans. Wow, oui. OK. Alors, 3 ans dans une fabuleuse école qui s'appelle Sciences Po, où j'ai fait la section ECOFI, qu'on appelle économique et finances. Et c'était des aventures merveilleuses. D'abord, cette école est située au quartier latin, à Saint-Germain-des-Prés, où se trouve la place du Québec et les deux magots et le café de Flore. Et puis, les professeurs étaient extraordinaires. J'ai eu comme professeur Raymond Barre, premier ministre de la France, par exemple, qui était par la suite maire de Lyon, qui a fait une grande carrière. Alors, donc, je n'ai jamais regretté une fraction de seconde. C'est l'évêque qui m'avait conseillé, d'ailleurs. L'évêque m'avait dit, « Tu as fait ton droit, c'est très bien, mais le destin qui t'attend, c'est l'économie. » Alors, je suis allé faire ce séjour à Paris. Et puis, je me suis fait des amis, là, de la classe politique française comme des citoyens ordinaires, puis je les ai encore. Je vois encore des camarades de Sciences Po, et mes enfants voient leurs enfants, et pire que ça, mes petits-enfants voient leurs petits-enfants. Alors, ça a noué une amitié, un contact franco-québécois extraordinaire. Alors, donc, je reviens, quand j'ai eu mon diplôme, au bout de 3 ans, et là, des camarades à Montréal, des amis de Montréal, me disent « On va aller manger ensemble à ton retour dans le Vieux-Montréal. » Alors, je les rencontre après mon retour de l'aéroport. On s'en va, place Jacques-Cartier. On s'installe à une terrasse de restaurant en face de l'hôtel de ville. Et qu'advient-il? Le général de Gaulle arrive au balcon. « Vive le Québec! » Vive le Québec libre! Et il dit « Vive le Québec libre ». Je l'ai entendu dire ça avec mes amis. La foule était en délire et il a internationalisé à ce moment-là même la cause du Québec et il a persuadé René Lévesque, quelque temps après, de quitter le Parti libéral et de commencer la bataille. C'est ça qui a persuadé l'évêque. C'est dans les jours qui ont suivi. 10-15 jours après, l'évêque était décidé de faire la bataille pour le Québec libre. Est-ce que vous pensez que De Gaulle a fait ça sciemment? On dit qu'on ne savait pas ce qu'il disait, il était emporté par la foule, mais... Il a fait ça tout à fait sciemment, parce que avec mes amitiés françaises, là, j'avais des contacts avec des gens qui étaient près du général de Gaulle et qui l'ont préparé d'ailleurs à le faire et qui m'ont confirmé que c'était une conviction profonde. Et j'ai rencontré quelques années plus tard, avec René Lévesque, le contre-amiral Philippe de Gaulle, fils du général. Alors, j'ai posé à peu près la même question et puis il dit, quand mon père était étudiant chez les Jésuites au collège La Flèche, il a écrit des textes sur le Québec et le Canada français et son destin. Alors, le général de Gaulle était sensible à la question québécoise, pas par accident 2 semaines avant, dans sa jeunesse. Fantastique, hein? Absolument. Revenons un peu à la mémoire de député de M. Landry. Quand M. Lévesque est parti en 1985, vous étiez le premier candidat en liste. Oui. Vu d'aujourd'hui, croyez-vous que
Pierre-Marc Johnson avait déjà gagné la chefferie. Oui, c'est ce que je croyais, et c'est la raison pour laquelle j'ai laissé le champ libre. Pierre-Marc, d'abord, il avait un charme considérable. Il était médecin et avocat. Il avait des bons contacts dans le parti, et il y avait quand même des ascendances extraordinaires, là. Le père Johnson, c'est lui qui a dit égalité ou indépendance. Oui. Alors, il y avait tout. Il y avait le charme, il bousculait tout sur son passage, alors j'ai compris ça tout de suite. Alors, c'était pas une défaite pour vous? Non, non, c'était pas une défaite, c'était normal, c'était au service de la patrie. L'élection générale en 85, vous avez perdu votre siège à Laval-des-Rapides. Oui. Mais pourquoi croyez-vous que le parti a perdu le pouvoir? Bon, alors, il y a plusieurs raisons. J'ai perdu mon siège à Laval d'abord, et je ne veux pas jouer au vote ethnique. Je n'ai jamais blâmé les immigrants de faire les choix qu'ils ont faits. Mais il était venu à Laval, dans mon comté, tellement de gens qui étaient des nouveaux arrivants, et je comprends pourquoi, là. On arrive d'un pays étranger, on a sa citoyenneté canadienne, bon, on ne va pas vendre une carte du PQ à celui qui vient de recevoir son passeport. Mais c'était en partie ça, puis je ne le dis pas avec acrimonie, il n'y a pas du tout de blâme de vote ethnique, il y a une constatation. Alors, c'était un des éléments. C'est chez vous? Oui. Mais la campagne nationale? Oui, mais chez nous, tout ce qu'il y avait autour, hein, Montréal au complet, puis alors, et ça a été une déception grande, évidemment. Vous n'étiez pas candidat en 89, mais vous êtes voté en 94. Oui, je n'étais pas candidat en 89 pour une raison que d'autres ont connue aussi, la famille. Oui. J'ai eu un de mes enfants qui a eu des problèmes et qui s'en est sorti d'ailleurs. Mon épouse et moi, on a dit, on s'occupe de lui à fond le temps qu'il faudra. Et on l'a fait, puis on ne l'a jamais regretté parce qu'il s'est rétabli parfaitement. Mais c'est la famille qui l'a emporté, puis je ne le regrette pas non plus. Mais c'était des années politiques assez riches. Lucien Bouchard forme le Bloc québécois. Oui. L'accord Lac-Mich est rejeté par les autres. Et ce que j'ai lu, on en avait déjà parlé un petit peu, que vous étiez pas loin de l'idée de Robert Bourassa d'une union confédérale basée sur l'expérience européenne. Est-ce que j'ai raison? Non, vous avez raison. Et je crois que ça aurait été la voie. Parce que, il ne faut pas se tromper, là. L'Europe, l'Union européenne, n'est pas une fédération, ni une confédération. C'est une association d'États indépendants et libres par traité, et qui a établi la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Il y a même une monnaie commune aujourd'hui. Oui. Si le Canada avait été ouvert à ça, comme Bourassa lui-même l'était, on aurait réglé la question depuis ce temps-là. Le Québec serait indépendant et aurait une union fraternelle, économique, sociale et humaine avec le reste du Canada. Écoute, si l'Allemagne et la France ont pu se réconcilier, on ne s'est jamais battu avec l'Ontario, nous autres. Mais est-ce que c'est vrai que c'est M. Parizeau qui était peut-être celui qui était le plus contre l'idée de Je pense que c'est ça, oui. Pourquoi? D'abord, on avait plusieurs de nos militants qui étaient contre aussi. Et puis, Parizeau avait... D'abord, il avait été formé en Angleterre. Hein? Oui. Et il parlait mieux anglais que la plupart des anglophones du Québec, d'ailleurs. Et puis, il voyait... si les Anglais ont fait le Brexit, oui. Parizeau était peut-être déjà inspiré par ce genre de raisonnement. Mais pourquoi est-ce qu'il était réfractaire? Parce que ça venait de Bourassa ou parce que c'était pas assez? Ou... Les militants en voulaient plus. OK. Moi-même, quand j'ai fait cette proposition, puis encore une fois, je la trouve bonne, ça aurait été idéal, on aurait réglé dans la paix, oui. Le Québec serait aux Nations unies, et puis on n'aurait pas de passeport pour empêcher
Et une grand-mère du Nouveau-Brunswick devait venir voir ses petits-enfants à Verdun. C'est ça l'Europe. Je pense que c'est ça qu'il aurait fallu faire. Mais plusieurs militants étaient réfractaires à cela. Et hélas, ça ne s'est pas fait, puis le Québec n'est pas indépendant. Vous êtes élu en 1994 à Verchères. Oui. Mais en temps de vote populaire, le mandat du PQ ne fut pas très fort cette année-là. Est-ce que ça menaçait le référendum qui s'en venait? Que le mandat n'était pas très fort? Non, pas vraiment, parce que quand on voit ce qui est arrivé au référendum de 1995, c'est un résultat très, très serré. Et je le redis, comme l'a écrit Robin Philippot, qui a écrit un livre extraordinaire là-dessus, on s'est fait voler. Si le fédéral avait été honnête et fair play comme les Britanniques l'ont été avec l'Écosse, on aurait gagné. Mais quelle position avez-vous pris dans les débats internes avant et pendant la campagne référendaire, là? Il y en a eu tellement de débats internes, hein? Oui. Mais j'étais fidèle à mes convictions. J'ai toujours pensé qu'il fallait s'entendre avec le reste du Canada et avoir un modèle de coopération comme le modèle exemplaire de l'Union européenne. Et les Britanniques se sont déshonorés avec leur Brexit, puis ça va leur coûter très, très cher, là. Ça commence, là. La livre sterling est tombée à un niveau jamais atteint à l'époque contemporaine, et puis le pire est à venir. Avez-vous joué un rôle dans la nomination de Lucien Bouchard comme négociateur en chef et en fait le chef du oui à ce moment? Bien, j'ai joué un rôle parce que et Parizeau était extraordinaire là-dedans, il était exemplaire. Il a laissé de la place à Bouchard, qui aurait pu être considéré comme son rival, et il a bien fait. Moi, j'avais peur, là, au référendum de 1995, avant que Lucien Bouchard se joigne et qu'il y ait eu cette grande convergence-là. Dubon était là, Bouchard était là, Parizeau était là. J'ai eu peur. Et je l'ai dit d'ailleurs. Puis je demandais à Parizeau d'intégrer Bouchard et je lui demandais de retarder de quelque temps. Et il l'a fait. Il a retardé son agenda et puis il a pris Lucien Bouchard. Puis c'était bien. Oui, parce que dès ce moment-là... On a bondi vers le haut. Oui. Beaucoup. Bouchard nous a amenés à 50 %. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Lucien pour toutes sortes de raisons, qui lui reprochent, mais ils devraient se souvenir que sans Lucien Bouchard, on n'avait pas 50 % en 1995. Il y a des gens qu'on entend parler dans le parti, surtout des gens qui étaient là, qui ont pris l'expression « le pays existait pendant 1 heure ». Ah, c'est pas bête. Soit des élections. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Tiens, j'ajoute une petite note personnelle. Mon épouse, Chantal, a vécu 25 ans en France, où elle était cinéaste. Et elle était là au référendum de 1995. Puis à cause du décalage horaire et par le fait que les votes de l'Est, des îles de la Madeleine, par exemple, elle a fêté l'indépendance du Québec au Champagne pendant 1 heure. Ah. Alors, sur cette heure-là. Mais le résultat final ne fut pas très réjouissant pour Non, vous. Comment l'avez-vous vécu, ça? Très attristant, évidemment. On a pensé qu'on l'avait, et puis on ne l'avait pas. Puis plus attristant encore quand on a compris toutes les erreurs éthiques commises par le gouvernement fédéral. Et l'aveu de la partie adverse est toujours la preuve la plus concluante. Et la partie adverse a dit, puis c'est Jean Pelletier qui avait dit ça, il a dit, on n'était pas pour s'enfarger dans les fleurs de la loi, dans les virgules de la loi, parce qu'on avait un pays à sauver. En d'autres termes, la fin justifie les moyens. C'est Jean Pelletier qui l'a dit, mais Machiavel l'avait dit bien longtemps avant lui. Et ça, c'était le grand ralliement à Montréal, juste avant la vote. C'était un très grand nombre de nouveaux citoyens. Les panneaux publicitaires. Oui. Et les budgets. Ouais. Le non a dépensé plus que le oui et le non réunis. Et d'une façon illégale. Au Québec, c'est légal. Les dépenses, depuis René Lévesque, les dépenses sont régulées. Alors, mais le gouvernement fédéral, ils ont agi de façon machiavélique.
On ne s'enfargera pas dans les virgules de la loi, on a un pays à sauver. C'était la panique, en fait. Oui. Je pense que c'était la panique parce que des sondages, il y en avait comme nous, hein? Oui. On n'était pas les seuls à avoir de bons sondeurs. Est-ce qu'il est possible de se relever après cette défaite-là, comme vous avez fait en 80? Absolument. Oui. Cette conviction-là, là, elle est tellement profonde, tellement lourde. J'ai 2, 3 petites phrases, là, par exemple. Une nation qui peut être libre a le devoir de l'être. Ce n'est pas juste notre égoïsme national, c'est notre devoir. On a le devoir de faire partie du concert des nations, surtout avec la mondialisation aujourd'hui. Pour que cette mondialisation soit équilibrée sur le plan social, écologique, économique, il faut des organisations internationales. Et dans le mot international, il y a le mot nation. Alors, le devoir du Québec et sa place, ce n'est pas au Conseil de la Fédération entre le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard. C'est aux Nations unies. Avec toutes les autres nations, on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. On irait se joindre aux nations progressistes de l'Europe du Nord, on a à peu près la même mentalité. On votera à peu près toujours de la même façon dans les organisations internationales. Alors, une cause comme ça, on ne peut pas l'abandonner. Même si on est triste, j'ai coutume de dire, j'étais enragé, mais pas découragé. Un des résultats de cette vote-là, cette soirée-là, était la déclaration de Jacques Parizeau, qu'on peut interpréter comme on veut, mais qui a miné sa carrière. Est-ce qu'il a mis fin à sa carrière à ce moment-là? Ça a miné sa carrière, ça a miné sa vie, je crois, surtout. Il a dû le regretter profondément jusqu'à sa mort. Il a continué à jouer un rôle politique et important. Un économiste de ce calibre, un militant pour l'indépendance de ce calibre, ne se retire pas. Mais ça a dû être une tragédie énorme pour lui. Parce que c'était le contraire d'un ethnocentrique. Là. Il n'était pas raciste ou quoi que ce soit. Ce sont des mots qui lui ont échappé. Et c'est 20 secondes qui ont fait un tort énorme à sa vie et à son image. Mais ça ne veut pas dire que c'était un ethnocentrique ou un raciste, au contraire. Mais c'était la fin de son rôle comme chef du Parti québécois, en fait. Oui, parce que ça a fait du tort. J'étais là dans la salle, moi. Et puis moi, j'avais passé des années, tout le monde le sait, à convertir des gens des communautés culturelles, puis avec des succès mathématiques modestes, mais individuels extraordinaires. Et puis, il était dans la salle ce soir-là. Et je les ai vus pleurer à chaudes larmes à cause de cette déclaration. Et quel était le problème? C'est vrai que les immigrants n'ont pas voté pour le oui, c'est vrai. C'est vrai que l'argent, à cause du manque d'éthique fédérale, a joué un rôle. Mais si la ville de Québec, notre formidable capitale nationale, avait voté comme mon formidable village de Vergères, on serait indépendant depuis 1995. C'est là qu'était le problème. Tout mettre sur le dos des immigrants et pas assumer ce que nous avons fait en ne votant pas suffisamment pour le oui. Cette fois-ci, au départ de M. Parizeau, vous avez activement encouragé Lucien Bouchard. Oui, mais j'avais encouragé Parizeau avant, par ailleurs. Là. Oui, oui. La légende à l'effet que je voulais que Parizeau s'en aille, c'est non. D'ailleurs, Parizeau lui-même a témoigné, puis c'était repris dans un livre de Martine Tremblay il n'y a pas longtemps. Oui. J'ai dit, Monsieur Parizeau, c'est vrai que votre déclaration était malhabile, a fait du tort, mais si vous décidez de rester, je vous appuie. Et c'est Parizeau lui-même qui témoigne dans le livre de Martine Tremblay. Oui. Alors, mais je voyais bien que Bouchard était charismatique. Il m'arrivait d'entendre Saint-Lucien. Ah, oui. Puis il avait eu ce malheur horrible de perdre une jambe. Oui. Et puis, regardons son image, là, regardons ce qu'il était, ce qu'il disait, sa religion d'origine. Alors, moi, je pensais que Bouchard jouerait un rôle important, ce qu'il fit. Oui, absolument. Pendant que vous étiez ministre des Finances, je crois, vous êtes allé à New York avec Lucien Bouchard. Est-ce qu'il est vrai que les agences de cotation ont menacé de décoter le Québec? Et est-ce que c'est pour ça que vous vous êtes lancé dans le déficit zéro?
l'équilibre budgétaire? Non. D'abord, les agences, là, moi, j'ai parlé souvent aux agences. À chaque budget, on allait à l'étranger vendre les obligations du Québec. Et ce que je leur disais, puis c'est un argument extrêmement percutant, et ils disaient, « You have a huge debt. » Oui, un instant. But regardez notre actif. L'Hydro-Québec, à elle seule, vaut plus cher que toutes nos dettes accumulées. Alors, ça faisait un argument majeur. Et c'est pas ça qui nous a amené au déficit zéro. Ce qui nous a amené au déficit zéro, c'est le bon sens, d'une certaine façon. Ça faisait 40 ans qu'on dépensait plus que ce qu'on gagnait. Que ce soit pour une famille ou que ce soit pour une ville ou un village, il était temps de mettre fin à cela. En campagne électorale, nous avions pris l'engagement d'éliminer dans 2 ans le déficit des opérations courantes. C'est-à-dire, Monsieur le Président, de cesser d'emprunter pour payer les dépenses d'épicerie. Nous avions pris l'engagement de le faire sans augmenter les impôts des particuliers qui sont déjà élevés. Si on ne l'avait pas fait, notre dette actuelle serait abyssale. On aurait ajouté 3-4 milliards par année. Puis... Alors, heureusement, nous avons arrêté ce déficit et nos successeurs ont suivi. Et ils ont été obligés de lâcher quand la crise est arrivée. Bien là, moi-même, je n'osais pas les blâmer. C'était plus possible parce qu'il y avait une crise déclenchée par les États-Unis, subprime et toute la mésaventure. Mais c'est ça qu'il fallait faire. Je sais que dans le public, ça peut avoir eu. Et quand on a fait le déficit zéro, on a eu l'appui de la CSN, de la FTQ et du Conseil du patronat. C'est-à-dire qu'un consensus de ce genre-là, pour une idée, c'est que l'idée doit être pas pire. En 1996, vous avez vu un autre exemple de la difficulté d'être chef du Parti québécois quand Lucien Bouchard a reçu 75 quelques % la vote sur son leadership. Mais est-ce que c'est vous qui l'avez convaincu de rester? J'ai entendu dire. Non, je ne l'ai pas convaincu de rester, mais quand j'ai vu que c'était la tendance, j'ai appuyé la tendance. Parce que j'avais beaucoup de respect pour Bouchard et puis je savais ce qu'il nous avait fait comme apport au référendum. Alors, j'étais tout à fait d'accord pour qu'il reste. En 1999, le gouvernement fédéral présente la loi sur la clarté référendaire. Vous avez déjà parlé du rôle du gouvernement fédéral lors du référendum. Est-ce que cette loi rend presque impossible pour le Québec de réussir, pour le Parti québécois de réussir le référendum, ou est-ce que... Je ne dirais pas que c'est impossible, mais c'est méprisant. Pourquoi une autre nation déciderait du destin de notre nation et fixerait les règles? Même l'Union européenne n'a pas osé faire ça dans les indépendances de plusieurs pays européens, les pays baltes et tout ça. Alors, les fédéraux, même l'Angleterre n'a pas fait ça pour l'Écosse. Non. Alors, les fédéraux, ils ont été méprisants. Ils se sont comportés d'une façon inacceptable. Et c'est pour ça qu'on a protesté à fond, puis qu'on a même fait une loi québécoise pour aller contre ça. Mais afin d'accepter votre thèse, il faut qu'une des nations accepte que l'autre soit aussi une nation. Ah oui, absolument. Je pense que le gouvernement fédéral n'accepterait jamais ça, non? C'est pas fait encore. Bien, une fois, il y a eu une motion au Parlement du Canada. Oui. À l'effet que le Québec était une nation. Mais il n'y a pas eu de loi, puis puis cette motion n'a pas eu de résultat profond sur le plan constitutionnel. Sauf que nier le fait que le Québec est une nation, c'est une aberration, c'est de l'ignorance crasse. Ça n'a pas de bon sens. Le Québec est une nation, c'est d'une clarté absolue. C'est pas une race, c'est une nation. C'est-à-dire un groupe d'êtres humains qui a un idéal commun, des bonheurs communs, des malheurs communs. Bon. Et comme à peu près toutes les autres nations du monde. Donc, c'est pas une aventure ethnique, c'est une aventure nationale. Et je ne comprends pas que le reste du Canada ne le comprenne pas aussi clairement que ça. Il ne faut pas nier la rotondité de la Terre. Oui, Monsieur le Président, convenons d'une chose, jamais aurons-nous autant fait parler de nous à la Chambre des communes.
Il y a un consensus clair qui s'est dessiné à la Chambre des communes. Je pense que nous pouvons tous nous réjouir de cette décision de la Chambre des communes. Ceci étant, le débat, Monsieur le Président, a donné lieu à toutes sortes de dérapages. Et le plus récent dérapage auquel nous avons assisté, le Premier ministre, moi-même, tous les députés, et en particulier le ministre des Affaires intergouvernementales canadien, c'est au sujet de la définition de la nation. Dans l'esprit de tous, en particulier du côté de notre formation politique, sont Québécois tous celles et ceux qui vivent sur le territoire du Québec. Et qu'en somme, nous formons une nation au Québec inclusive, moderne et rassembleuse, pour reprendre les propos du ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes. En janvier 2001, Lucien Bouchard démissionne. L'avez-vous vu venir? Oui, je l'ai vu venir. Ah oui? Oui. Lucien était quand même assez attristé du sort qu'il y avait dans l'opinion. Et puis, il pensait que les Québécois se révolteraient un peu plus contre ce que Trudeau avait fait. Puis, alors, il était comme un peu découragé. Chers concitoyens, chères concitoyennes, j'ai mis à profit les vacances des fêtes pour me livrer à une réflexion approfondie sur mon engagement dans la vie publique. Ce répit m'a surtout permis de faire le point sur l'efficacité de mon apport à la promotion de la souveraineté. J'ai décidé de mettre fin à ma participation aux affaires publiques et de résigner ma fonction de Premier ministre du Québec. Est-ce qu'il était découragé d'être chef du PQ aussi? Bien, c'était pas facile, parce que malgré les services énormes qu'il nous avait rendus, il y en a plusieurs qui le méprisaient. Non. Ben oui. Bouchard, avec ses conditions gagnantes, puis il pensait qu'il n'était pas indépendantiste. Alors qu'il l'était, c'est entendu. Il avait fait un référendum extraordinairement bien organisé, mais il ne répondait pas à ceux qui étaient plus pressés. Mais est-ce que les conditions gagnantes étaient moins que le beau risque aux yeux de... Les conditions gagnantes, ça veut dire qu'ils voulaient préparer les conditions gagnantes. Mais ils ne l'ont pas pris comme ça. Ils ont pensé qu'ils étaient dans l'attente, qu'ils attendaient que les circonstances fassent les conditions gagnantes. Mais quand il a dit les conditions gagnantes, ceux qui n'étaient pas préjugés contre lui, ils ont dit oui, il va tout faire pour les produire, les conditions gagnantes. Parce qu'il a dit ça à Lyon. Pardon? Il a dit ça à Lyon la première fois. Oui, exactement. Pendant une visite à Raymond Barre, en fait. Ouais. Exactement. Mon ancien professeur, et mon ami. Et les gens disent non, il va attendre que les conditions arrivent automatiques, tout ça. Il y avait un préjugé anti-Bouchard, très injuste, mais c'est comme ça. J'ai déjà dit à d'autres, vous aimez mieux qu'ils attendent des conditions perdantes. Parce que ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que personne ne voulait en perdre un troisième. Oui. André Boisclair, qui n'avait pas toujours raison, il avait dit, et là il avait raison, nous ne sommes pas des kamikazes. Alors Bouchard n'était pas un kamikaze, et des millions d'autres militants non plus ne voulaient pas qu'on en perde un autre. Alors il fallait se battre pour produire les conditions. Merci, M. Landry. Ça fait grand plaisir. À la prochaine. À la prochaine.